Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le professeur Raoult et écoutez bien les révélations qu'il va nous faire. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également de la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Moins de 10%. Et donc, c'est pas la médecine qui change les choses, c'est l'obésité. L'obésité, c'est pas nos ministres de la Santé qui ont fait quelque chose. Et quand on fait, si vous voulez, quand on a une gestion aussi désastreuse, les hommes politiques ont diminué par 3 la formation des médecins, ont divisé par 3 la formation de médecins pendant 30 ans. On est passé de 9 000 par an à 3 000 par an, pendant que la population passait de 50 à 60 millions d'habitants et vieillissait. On a été obligé d'importer, et on continue d'importer des médecins parce qu'on ne peut pas faire autrement, et nos gosses sont obligés d'aller faire des études au Portugal, en Belgique ou en Roumanie pour pouvoir faire de la médecine parce qu'on les empêche de la faire en France. Mais attendez, comment... Donc, on est lié quand même par des fous, quand même. C'est des dingues. Mais comment il se fait que des ministres ont pu décider, ah non, on n'a pas besoin de médecins, on va diminuer, tout ça. C'est Madame Veil. C'est Madame Veil, c'est pour ça qu'on l'a foutu. C'est Madame Veil. Elle a zillé la médecine. Oui, c'est Madame Veil, il ne faut pas le dire. Si, il faut le dire. Aussi, c'est un personnage symbolique merveilleux. Et donc, il ne faut pas le dire, si vous voulez. Mais enfin, c'est Madame Veil. Le numerus clausus avait commencé, si vous voulez, et puis elle a fracassé le nombre de places en truc. Et je peux vous dire que moi, j'ai commencé, quand j'étais président d'université, donc on se remet là en 94, à persécuter tous les politiques que je connaissais pour qu'on redresse cette folie. Et que, après quelques années, quand Jean-François Mattei est allé au gouvernement, il a pris un médecin pour faire ça qui a dit il faut augmenter de 10%, alors qu'il fallait doubler. Et on a réduit de fait, effectivement, les effectifs de la médecine et on se dit maintenant... divisé par 3. Ouais. Divisé par 3 pendant que la population... Et donc, c'est ces imbéciles, on fout des imbéciles qui ne comprennent rien, c'est idiot. Vous voyez, ces gens font des opérations, on ne les comprend pas. Voilà, c'est idiot. Et ils sont, au nom, en plus du progressisme, on était, si vous regardez, c'est pas moi, hein, c'est l'office du CDE qui fait ça régulièrement, on est le pays riche qui a le moins d'équipements en scanner et en RMN. Et maintenant, on est en train de dire, écoutez, ces radiologues gagnent trop d'argent, mais le pays a refusé d'acheter. On a un niveau, on est en dessous de la Turquie en termes d'équipement radiologique. Non, mais c'est fou, et personne n'en parle. Oui. Et justement... Et en plus, le Conseil de l'Ordre, non seulement ne fait rien, moi, il m'a attaqué, parce que j'ai écrit ça dans le point. Oui, vous avez attaqué à plusieurs reprises, vous. Hein. Oui. Et ça, en particulier pour l'équipement radiologique et le retard radiologique en France, j'ai attaqué 2 fois, j'ai gagné 2 fois. Toujours est-il que c'est le Conseil de l'Ordre qui m'a attaqué parce que les radiologues étaient vexés quand je disais qu'il y avait une surexploitation des machines en France qui ne permettait pas de passer à l'étape suivante. Et pourtant, la Cour des comptes avait fait un rapport en disant qu'il fallait abandonner en grande partie la radiologie traditionnelle et la remplacer par des scanners. Les Chinois et les Indiens ont abandonné la radiologie traditionnelle pour ne faire que des scanners et des IRM. Et donc, on a un retard sur des pays, mais vous vous rendez compte, bon, les amis qui écoutaient ce que je disais, qui se sont achetés en Chine des scanners qui coûtent le tiers du prix que nous avons, parce que nous, on peut acheter que 3 types de scanners. Hein. Oui. Les Japonais et les Allemands. Parce que les autres sont pas chers, et donc on n'a pas le droit de les acheter. Didier Raoult, nous avons avec nous un médecin généraliste, Franck Zegher. On va parler à propos de Mathias Wargon. Dans le sujet, on va parler après. Mais il faudrait intervenir, dites-moi. On a fait pire. Hein. On a payé les médecins pour partir à la retraite anticipée. Ah oui, aussi. Ça s'appelait le MICA, et effectivement, la sécurité sociale payait pour qu'ils partent plus tôt. Oui, c'est intéressant aussi, les départs anticipés. Et si je peux me permettre... Oui, je vous en prie. Moi, je suis médecin de terrain, donc je voulais remercier le professeur Raoult, puisque à l'époque, quand le Covid est arrivé, donc j'étais sur des EHPAD et je travaillais sur des EHPAD, on a eu à faire face au premier cas, c'était compliqué. Et toute l'ambiance était, on peut rien faire, on va tous mourir, rentrez chez vous, prenez du Doliprane. Et le professeur Raoult, effectivement, nous a dit, on peut continuer à soigner, ne lâchez pas, la médecine c'est fait pour soigner les gens, j'ai des possibilités, et surtout examiner les gens, continuer. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de courage, et je pense que ça a sauvé beaucoup de vies. Donc je voulais vous en remercier. Voilà, vous êtes un des sauveurs de l'humanité, mon cher Didier Raoult. Non, mais pour justement, Pierre, quand même, dernière question. Est-ce que aujourd'hui,
est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'on se dit toujours ça, on voit cette espèce de constat, et c'est terrible, que ce soit la bureaucratie, l'autoritarisme, l'incompétence ou la corruption, est-ce que, en fait, on revient, c'est une question d'homme, il faudrait avoir the right man in the right place, comme disent les Anglais ou les Américains. Est-ce qu'il faut attendre des Robert Kennedy à la santé, il faut attendre ça, ou on peut faire quelque chose? Parce qu'on revient toujours à un constat, et chez nous, c'est un constat un peu désespérant, sinon désespéré. Écoutez, je vais vous dire, vous savez bien, à chaque fois, j'ai été suscité, le temps passe, c'est de moins en moins raisonnable. Savoir si je voulais avoir une activité politique. Moi, j'ai vu ce que c'était que la politique, puisque mon ami, mon collègue Jean-François Mattei a été ministre de la Santé. Il m'avait demandé de faire un état sur le bioterrorisme, qui était une vaste fantaisie, mais Kouchner, qui était en phase permanente avec les médias, était considéré que le bioterrorisme était une priorité. Il n'y a jamais eu de bioterrorisme en France du tout. Hein, d'ailleurs, on a dépensé des millions là-dessus. On a été obligé de tester des lots de farine dont on savait que c'était de la farine, mais enfin, c'est comme ça. Mais j'avais dit, écoute, le bioterrorisme, je ne le fais pas, mais si tu veux, je fais le bioterrorisme au milieu des risques infectieux, ce que j'ai fait. Et j'ai pas fait un rapport d'énarque, moi, j'ai pas fait un truc de consensus, vous êtes tous d'accord avec moi, comme on a l'habitude de faire les énarques. Moi, j'ai dit, écoutez, j'interviewe les gens, je vous dis ce que je pense, vous faites un peu ce que vous voulez. Et une des choses essentielles que j'avais dit à Jean-François Mattei, c'est, écoute, dans ce pays, on ne compte pas les morts. On ne sait pas ce qui se passe. Et donc, s'il se passe quelque chose, tu ne le verras pas. Et je savais ça parce que dans mon métier, je connaissais très bien l'histoire de la maladie légionnaire. Et la maladie légionnaire, ça a été découvert par le fait qu'il y a eu une différence statistique de la mortalité des hommes de plus de 50 ans à Philadelphie pendant 2 semaines. Donc, sans qu'un médecin le voie. Hein. Ouais. Et donc, il y a eu une investigation. Donc, il y avait un système de veille. Et donc, quand j'ai fait ce rapport, d'ailleurs, je suis allé aux États-Unis avec un représentant du CNRS, de l'INSERM, etc., pour voir quel était leur système de détection précoce des phénomènes anormaux. Et ça, c'est un élément très, très important de la veille sanitaire. Comment on détecte les phénomènes anormaux? Eh bien, on ne les comptait pas du tout. Et je peux vous dire, quand j'ai rendu mon rapport en disant, voilà, tous les problèmes que vous avez, venez... Tout son cabinet était vent debout, tous les gens, hein, il a fallu 3 mois pour que Jean-François Mattei l'accepte. Quand ils l'ont accepté, c'était l'été, ils n'ont même pas fait un communiqué de presse. Peu importe, il est resté en ligne. Et il lui est arrivé, c'était 2003, ça, d'accord? Il lui est arrivé en août, la canicule. Ouais, la fameuse canicule 2003, oui. Moi, j'avais vécu une canicule en 83 à Marseille, que j'avais gérée comme interne le plus ancien, parce qu'on a difficulté à imaginer comment à cette époque. Et je l'ai appelé, Jean-François, et je lui ai dit, écoute, Jean-François, fais gaffe, les canicules, ça tue de manière monstrueuse. Il m'a dit, Didier, non, écoutez bien, tout ce que je vous dis, c'est authentique, hein. Il m'a dit, Didier, non, c'est des conneries de journalistes. J'ai appelé la direction générale de la santé. Alors, il n'y avait pas il n'y a plus personne du cabinet, c'est mois d'août, hein. Il n'y avait pas le directeur général de la santé, qui était lui en balade, et qui pensait qu'il y a une chose, d'ailleurs, montrer que le vaccin contre l'hépatite B donnait la sclérose en plaques. Et troisièmement, il y y avait un seul, le directeur adjoint, qui s'appelait Coquin. Alors, faut le faire. Faut le faire. Et alors? Qui lui dit, monsieur le ministre, non, c'est les conneries de journalistes. Donc, il n'y aura pas de canicule, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Tout va bien. Et donc, une des raisons, Jean-François qui l'a cru, j'ai eu tort de le croire. Mais il l'a cru parce que c'était lui le représentant de l'administration, quand même. On se souvient de ce qui s'est passé après. Il a considéré que tout ça, c'était un emballement médiatique, et ce n'est pas vrai. Et vous savez comment les gens ont compté ce qui se passait. C'est les croque-morts qui sont allés dire, écoutez, on n'a plus de cercueil. Ouais. On se rappelle de cette période. Enfin, il n'y a plus de cercueil. Donc, si vous voulez, quand vous avez un tel état de l'infrastructure, moi, je ne sais pas comment on change ça. Et vous ne pouvez même pas, moi, j'en ai une vision encore plus pessimiste maintenant, parce que jusqu'à cet épisode, je pensais qu'au moins dans les grands corps de l'État, le niveau n'était pas mauvais. Et quand je vois qu'ils ont recasé dans le Conseil d'État, dans la Cour des comptes et dans l'IGAS, si vous voulez, et qu'ensuite vous les voyez arriver, ça veut dire qu'il n'y a plus de grands corps de l'État. Non, ce sont des grands corps malades, comme un certain chanteur, effectivement. C'est des grands corps malades. C'est-à-dire, on y met encore une fois les copains, c'est du copinage,
Voilà, Copinage, corruption, c'est les deux cocos. Ici, Didier Raoult nous livre des révélations qui sont fracassantes. Nos politiques, nos responsables ont du sang sur les mains. Ça, c'est une information qu'on n'avait jamais eue sur la fameuse canicule, souvenez-vous. Il a fait très chaud et beaucoup trop de gens sont morts par la chaleur. Et on apprend que, effectivement, la canicule est non seulement extrêmement mortelle, mais que nos dirigeants, que les responsables de l'époque s'en foutaient royalement. Et que le responsable de la santé en France était en train de se promener. C'est hallucinant. C'est hallucinant aussi d'entendre qu'on a divisé le nombre de médecins alors que la population a augmenté. Effectivement, nos jeunes sont obligés de partir à l'étranger pour revenir médecins en France. Le pire, c'est qu'on importe des médecins d'Afrique. Il ferait mieux de rester chez eux, ce qui est normal, et nous de former. En fait, il suffirait juste de libérer le numerus clausus pour avoir le nombre suffisamment de médecins et de spécialistes en France pour que tout cela fonctionne. Mais encore une fois, au risque de paraître complotiste, tout cela est une véritable volonté de détruire notre système de santé. N'oubliez jamais, dans les années 90, c'était le meilleur au monde. Et le Covid nous a démontré qu'il était aujourd'hui un des pires au monde et qui nous coûte en plus affreusement cher. Pas parce que les médecins, les infirmiers sont extrêmement bien payés dans le public et que nos hôpitaux sont flambant neufs. Non, la plupart de l'oseille va où? Dans l'administratif. N'oubliez jamais que dans un hôpital, 70% des gens qui y travaillent sont dans des bureaux, alors que ça devrait être largement l'inverse. On devrait avoir que des soignants, que des gens qui s'occupent, bien sûr, des gens malades à 80% et n'avoir que 20 voire 10% d'administratifs et laisser les médecins, les infirmiers soigner les gens et arrêter de les emmerder. Mais c'est comme pour les paysans, c'est comme pour toutes les fonctions, pour tous les métiers en France. Arrêtez de faire chier les gens et redonnons de la liberté d'entreprendre à ceux qui sachent, à ceux qui ont fait les études et aux gens compétents. Il faut absolument dans ce pays revaloriser les gens compétents, mais surtout les laisser tranquilles. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost aussi également. Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.